Matrice symétrique réelle positive. Donc une matrice symétrique réelle, c'est-à-dire dans Mn de R, d'une forme quadratique positive. La forme quadratique associée, c'est phi de x égale tx à x. Donc ça veut dire que ça doit être positif, quel que soit x appartenant à R. Matrice symétrique réelle négative, on doit avoir ça, négatif, quel que soit x. Théorème, si A est une matrice symétrique réelle, on sait qu'elle a des valeurs propres, et que toutes ces valeurs, elle est diagonalisable, et toutes les valeurs propres sont des nombres réels. Donc je les mets en ordre croissant. Quel que soit x appartenant à Rn, on va démontrer que lambda 1 txx est inférieur ou égal à tx à x, inférieur ou égal à lambda p txx. Démonstration, on diagonalise puisqu'on sait qu'on peut le faire dans une base orthonormale B. Donc on a ça, avec D qui est en fait, sur la diagonale, on va trouver les valeurs propres, bon, je les note à K là, mais ce sont en fait les lambda K. P orthogonale, et donc on a ça. Soit x appartenant à Rn, je pose u égale px, tx à x c'est ça, donc ça fait ça, et donc ça fait tu du. Et si u est égal à u1 jusqu'à un, ça fait tx à x égale somme des ak uk au carré. Les ak sont des valeurs propres de D, d'accord, donc comprises entre lambda 1 et lambda p. Et les uk carrés sont tous positifs. Donc j'ai tx à x qui est compris entre lambda 1 somme des uk carrés et lambda p somme des uk carrés. La somme des uk carrés, c'est tu fois u. Tu fois x, c'est tx, tp, c'est tx, tp, fois u fois px. Et comme tp fois p, c'est identité, ça fait tx fois x. Donc ça fait ça. Donc je peux remplacer ça par ça. Ça fait lambda 1 txx inférieur ou égal à tx à x inférieur ou égal à lambda p txx, quel que soit x appartenant à Rn, et c'est bien ce que j'ai eu. Alors maintenant, si j'ai une matrice symétrique réelle, A est positive si seulement si toutes ses valeurs propres sont positives. Elle est négative si et seulement si toutes les valeurs propres sont négatives. Démonstration, si A est positive. Je prends une valeur propre que j'appelle lambda, et x différent de 0, un vecteur propre associé à lambda. Ax égale lambda x. Tx à x égale tx lambda x, c'est-à-dire lambda txx. Donc lambda txx doit être positif, puisque tx à x est positif. Et tx x, c'est somme des xk au carré. Si j'appelle xk, les coordonnées de x. Et donc ça, c'est positif parce que x est différent de 0. C'est strictement positif. D'accord ? Donc, comme on a ça, ça prouve que lambda doit être supérieur ou égal à 0. Réciproquement, si toutes les valeurs propres sont positives, lambda 1 la plus petite, on a vu qu'on avait ça. Voilà. Quel que soit x appartenant à Rn. Donc, tx x, qui est égal à ça, lui, il est toujours positif. D'accord ? Et lambda 1 est positif. Donc ça va toujours être positif. Et donc, la forme quadratique est positive, la matrice est positive. On fait la même chose pour négative. Alors, dans ce sens-là, si elle est négative, on va obtenir le même résultat. Tx à x, je reprends en fait le travail que j'ai fait ici. Ça fait lambda txx, lambda est une valeur propre. D'accord ? Ça doit être négatif. Txx est positif, donc lambda est négatif. Et puis réciproquement, si elles sont toutes négatives, je prends la plus grande qui est négative, et je sais que j'ai ça, d'après ce que j'ai démontré avant. Et comme, donc ça doit être négatif, et comme ça c'est positif, d'accord, non, lambda p est négatif, et comme ça c'est négatif, j'obtiens que ça c'est négatif, et donc tx à x c'est toujours négatif, et donc c'est bien une forme négative, et donc une matrice négative. Grand E est un espace vectoriel euclidien de dimension n supérieure ou égale à 1, B0 une base orthonormale, avec, donc on note comme ça, le produit scalaire, somme des xi, yi dans cette base B0. Phi est une forme quadratique sur E, il existe une base B orthonormale pour ce produit scalaire, et des réels lambda 1 jusqu'à lambda n, tels que l'on est phi de x est égal à la somme de 1 à n de lambda i xi au carré, quel que soit x, de coordonnées xi dans cette base. Démonstration,
Toi-même, la matrice de phi dans la base B0, elle est symétrique réelle, elle a des valeurs propres réelles, lambda 1 jusqu'à lambda n, et elle est diagonalisable dans une base orthonormale B, d'accord, orthonormale pour le produit scalaire. Ici, le vecteur x a pour coordonnées grand X dans B0, grand U dans B, et que la matrice de passage, qui est forcément orthogonale, puisqu'on passe d'une base B0 orthonormale à une base B qui est orthonormale, la matrice de passage P de B0 à P. On a ça. A égale P D transposé de P. D'accord? Et ça nous fait égal à TQ DQ si je pose Q égale TP. X est égal à PU, U est égal à QX, et donc ça me fait phi de X égale TX à X égale TX, TQ DQX. Et donc, si j'appelle QX, je l'ai mis dans le vecteur U, là je reconnais que j'ai TU, là j'ai U, et donc j'obtiens ça, puis ça. Et donc c'est le résultat. Remarque, la base B des UI là, est aussi orthogonale pour la forme bilinéaire symétrique F, associée à la forme quadratique phi. En effet, f de xy va être égal, avec les écritures habituelles, à la somme de 1 à n de lambda i, xy, i. Ici, les xy et les y, c'est les coordonnées de xy dans la base B, et pour i différent de j, f de ui uj est égal à 0. Alors attention, elle est orthogonale, mais elle n'est pas forcément orthonormale, parce que par contre, il peut y avoir des lambda i qui sont nuls, et donc on peut avoir phi de ui qui est nul, hein, qui est égal à lambda i qui est nul, par exemple, alors que ui, évidemment, n'est pas nul. Il n'y a pas unicité de la base B, car elle est construite à partir des bases orthonormales de chaque sous-espace propre, et pour chacun de ces sous-espaces, il n'y a pas unicité de ces bases. Alors, si l'espace, si le sous-espace propre, pour une valeur propre, là, par exemple lambda, si le sous-espace propre est de dimension 1, on va avoir le choix entre un vecteur normal et son opposé. Mais s'il est de dimension supérieure ou égale à 2, imaginons par exemple que la valeur propre lambda 1 soit d'ordre 2, d'accord? Le sous-espace propre est un plan vectoriel, et là, il y a une infinité de possibilités pour trouver une base orthonormale de ce sous-espace propre. Et c'est pareil si c'est de dimension n supérieure à 2. Donc il n'y a pas unicité de cette base. Par contre, il y a unicité des AI qui interviennent dans cette écriture, éventuellement dans un ordre différent. En effet, supposons phi de x égale somme des AI xi carré dans une base orthonormale B pour le produit scalaire. Alors, D comme ça, c'est la matrice de phi dans B, c'est ce qu'on a dit précédemment. Et si on a la même chose dans une autre base, donc avec d'autres coef, on a ça, c'est la matrice de phi dans B'. Mais on est passé d'une base à une autre, d'accord, par une matrice de passage inversible P. Et on a donc cette formule qu'on a déjà vue précédemment, D' égale TP dP. Mais comme B' est orthonormal, TP c'est P-1, d'accord? TP c'est P-1. Et quand on a D' égale P-1 dP, le polynôme caractéristique de D', c'est le même que le polynôme caractéristique de D, d'accord? Autrement dit, le produit des x moins les AI, c'est le même que le produit des x moins les BI, et donc ça veut dire que les AI sont les BI, hein, les ensembles sont les mêmes, et que finalement le AI qui intervient ici, il intervient ici avec le même ordre, d'accord? Puisque les ordres des AI, les polynômes caractéristiques étant les mêmes, AI, il apparaît le même nombre de fois dans ce polynôme caractéristique ici que dans celui-là, hein, c'est l'ordre de la valeur propre, hein. Et donc il y a bien unicité de cette écriture, mais il n'y a pas unicité de la base orthonormale. Je reviens avec un nouveau chapeau parce que j'ai perdu le mien. Passons. Quelques remarques à partir d'un exemple où on va pouvoir donner des expressions analytiques différentes. De la même forme quadratique, j'ai choisi l'espace vectoriel R au cube, espace euclidien muni de sa base canonique que j'appelle B0
égale IJK comme d'habitude. Et donc cette expression montre qu'on a affaire à une forme de signature de 1. La forme bilinéaire symétrique petit f, donc je l'appelle petit f associé à phi. Il n'existe pas de base orthonormée pour f. Sinon, phi serait défini positif, ce qui n'est pas le cas. Si A, B, C sont trois réels différents de 0, il est évident que AI, BJ, CK est une autre base orthogonale de E, où phi de x est égal à A2x2 plus B2y2 moins C2z2. Considérons la base orthogonale B pour le produit scalaire dans R au cube avec la matrice de passage qui est comme ça. Autrement dit, les vecteurs de B, ce sont les vecteurs colonnes de cette matrice. La matrice phi de B, la matrice de phi dans B, pardon, est A égale TP fois la matrice qu'on avait ici, c'est-à-dire matrice diagonale de coefficient 1, 1, moins 1 fois P. On fait le calcul et on trouve ça. Et donc phi de x est donné par cette expression, d'accord, qui n'est pas la même que celle-là. Là, on est dans une base orthogonale, hein, et ce n'est pas une base orthonormale. Alors ceci dit, on peut retrouver une base orthonormale pour le produit scalaire, hein, pour le produit scalaire naturel de R au cube, hein, en divisant chacun des vecteurs ici, si je les appelle U1, U2, U3, par leur norme, donc pour ce produit scalaire, c'est-à-dire racine de 13 et 4. Et à ce moment-là, j'obtiens ce résultat. Évidemment, tout est divisé par 13, 13 et puis 4, enfin 4 au carré, c'est-à-dire 16. Et donc j'obtiens ça. Et donc j'obtiens la même expression qu'ici, mais dans une base orthonormale, elle aussi, mais qui n'est pas la même que celle que j'avais avant, qui n'a rien à voir. Dans la base B seconde orthonormale pour le produit scalaire, toujours, donc B seconde, oui, alors c'est ce que je viens de dire, ça, pardon. Changement de base. Alors, changement de base, maintenant je passe de B0 à une base B1 avec cette matrice de passage quelconque. Je vérifie que le déterminant est bien égal à 1 pour être sûr que les vecteurs ne sont pas collinéaires, on calcule, donc il fait 1. Là, ce n'est pas des vecteurs qui sont orthogonaux. Et on applique la formule pour avoir la nouvelle matrice de phi dans cette base B1 et on trouve ça. On trouve cette expression analytique. Hein, d'accord ? Et voilà. Et maintenant, un dernier changement en utilisant la méthode de Gauss. À partir de ça, je factorise. Donc, comme j'ai 2x2, ben, je vais prendre x. Comme des xy, j'en ai 8, ben ça tombe bien, le double produit ça me fera 4 fois 2, 8. Des xz, ben il m'en faut 6, donc je mets 3,5, comme ça le double produit ça me fera 3 fois 2, 6. Et puis les yz, ben là ça va tomber pile poil puisque ça fera moins 12. J'ajuste parce que ici j'ai du 4 fois 2, 8, y2, donc il m'en faut un de plus. Et puis ici, bah, j'ai mis du 9 quart, du 9 demi de Z2. Donc 9 demi de Z2, il me faut moins 1 demi de Z2 pour que ça fasse 8 demi, c'est-à-dire 4 Z2. Hein, puisque là j'avais 4 Z2. Et bien si je fais le changement x' égale moins x moins 2y plus 3 demi de Z, y' est égal à y, z' est égal à z. Je vais trouver évidemment que y égale y', que z' est égal à z, et quand je remplace z par z', y par y', que x est égal à x' plus 2y' moins 3,5 de z'. Donc je me retrouve avec une matrice de passage 1, 2, moins 3, demi, 0, 1, 0, 2, voilà, matrice de passage de B1 à B2, c'est-à-dire que les vecteurs de B2 ont ces coordonnées-là dans B1, attention, ou pas dans la base canonique, et dans B2, phi de x a comme expression, bien sûr, 2x' au carré, alors là je note x au carré, plus y au carré, moins 1 demi de z2. Le groupe F orthogonal. E est un K espace vectoriel, K un corps de caractéristiques différentes d'E, F une forme bilinéaire symétrique sur E, U un endomorphisme de E. On dit que U est un endomorphisme F orthogonal
si f de u de x, u de y est égal à f de xy, quel que soit xy appartenant à e. Si phi est la forme quadratique associée à f, on a phi de u de x qui est égal à f de u de x, u de x, égale donc à f xx, c'est-à-dire à phi de x, quel que soit x appartenant à e. Donc en fait, on a phi rond u qui est égal à phi. Si f est une forme bilinéaire symétrique sur e de forme quadratique phi, et soit u appartenant à L de e, u est f orthogonal si et seulement si phi rond u est égal à phi. Alors ça, on l'a déjà démontré. La réciproque, il suffit de se rappeler cette formule qu'on applique à u de x, u de y, donc ça fait ça. Ensuite, on utilise la linéarité de u, donc ça fait u en x plus y, d'accord? Mais ça, d'après l'hypothèse, ça qui s'applique pour n'importe quel vecteur, ça s'applique en x plus y, donc ça fait ça. Ça s'applique en x, ça fait ça, ça s'applique en y. Et du coup, on trouve f de xy, quel que soit y appartenant à e. Et donc, c'est gagné. U est f orthogonal, puisque ça est toujours égal à ça. Si e est de dimension finie et f une forme bilinéaire symétrique non dégénérée, alors tout endomorphisme f orthogonal est un automorphisme. En effet, si on prend x appartenant à Ru et y appartenant à e, on a ça. Mais comme u de x est égal à 0, ça nous fait que f de 0 u de y, ça fait 0. Donc f de xy égale 0 quel que soit y, mais f est non dégénéré. Donc x égale 0, donc Ru égale 0, on est en dimension finie. Donc u est un automorphisme de e. Enfin, si e est un K-espace vectoriel, f une forme bilinéaire symétrique sur e, u un endomorphisme. Alors u est f orthogonal si et seulement si tu rond f chapeau rond u est égal à f chapeau. Je rappelle que f chapeau, c'est l'application linéaire de E vers E étoile qui à x fait correspondre fx, fx étant défini par de E vers k par fx de y égale f de xy. Donc rappelons qu'on a ça. Alors ça, tu, c'est une application de E étoile vers E étoile, définie pour phi appartenant à étoile par tu de phi égale phi rond u. Voilà. Et donc phi rond u, évidemment, ça appartient à E étoile, puisque ça s'applique à un élément de E, puis ça arrive dans K. Donc, alors ça, on avait démontré, ça. On en avait déjà parlé. Quel que soit phi appartenant à E étoile. Soit x appartenant à E. Alors, je m'intéresse à f u de x. Lui, il appartient à E étoile. C'est comme fx. Soit g de x égale tu en f u de x. Bon, je peux le faire, puisque ça appartient à E étoile. Et donc, on sait que ça appartient à E étoile. Donc là, ça va appartenir à E étoile. Donc g de x égale... Alors, g de x est égal à... parce que ça, c'est propriété du transposé, de u. Ça va être égal... Alors ça, je ne sais plus si je l'ai rappelé. Mais on inverse, donc ça fait f u de x rond u. Voilà, si je l'avais mis ici. Voilà. Alors, f u de x rond u, si g appartient à e et... non. Alors, g... Non, si y appartient à e. Voilà. G de x, gx, ou g de x en... Oui, c'est pareil, gx en y, c'est g de x en y. Et g de x en y, on vient de voir que c'est f u de x en u de y. D'accord? Donc ça fait f de u de x, u de y. Ça, voilà, j'applique ça. U est f orthogonal. Si et seulement si, si et seulement si, f de u de x, u de y est égal à f de xy. Donc si et seulement si, gx en y est égal à f de xy, quel que soit xy appartenant à elle. Donc u est f orthogonal si et seulement si gx en y est égal à fx en y, quel que soit xy, c'est-à-dire g de x en y égale, alors fx c'est quoi? C'est f chapeau de x en y, quel que soit y. Donc ça veut dire que g de x, ça équivaut à dire que g de x est égal à f chapeau de x. Mais g de x, c'est t
c'est TU rond F chapeau de U de X. C'est-à-dire que là, il faut juste appliquer la définition de TU. Donc TU rond F de U de X. Donc, ça veut bien dire que U est F orthogonal si et seulement si F chapeau de X est égal à TU rond F chapeau en U de X, quel que soit X. Donc, F chapeau égale TU rond F chapeau rond U. Et c'est gagné. Soit E un K espace vectoriel, F une forme bilinéaire symétrique, l'ensemble OF des automorphismes F orthogonaux est un sous-groupe du groupe des automorphismes de E. Démonstration, l'identité de E appartient bien à OF de E, car F de identité de X, identité de Y, c'est F de XY, quel que soit XY appartenant à E. Si U et V sont F orthogonaux, alors d'abord, comme V est F orthogonal, on a ça, quel que soit XY. Si je remplace X par U de X et Y par U de Y, j'ai donc F de V de U de X, V de U de Y, qui est égal à F de U de X, U de Y. Ça, c'est parce que V est F orthogonal. Maintenant, comme U est F orthogonal, ça va être égal à ça. J'ai donc F de V rond U de X, V rond U de Y, qui est égal à F de XY, quel que soit XY appartenant à E. Donc V rond U est F orthogonal. On sait que F orthogonal implique U inversible. F de U de X, U de Y est égal à F de XY, quel que soit XY appartenant à E. Donc en remplaçant X par U-1 de X et Y par U-1 de Y, je vais avoir F de U rond U-1, c'est-à-dire F de X, Y. Je vais avoir F de XY qui sera égal à F de U-1 de X, U-1 de Y, quel que soit XY. Et ça montre bien que U-1 est F orthogonal, donc OF de E est bien, pour la composition, un sous-groupe de GL2. Voilà. Alors, E est un K espace vectoriel de dimension finie, n supérieur ou égal à 1, F une forme linéaire symétrique, U appartenant à F de E, A la matrice de F dans une base B de E, et U la matrice de U dans B. On note XY les coordonnées de XY dans B. Donc F de XY va être égal à TX à Y. F de U de X, U de Y. U de X, il est représenté par colonne U multiplié par X. Donc ça va nous faire T de UX à UY. Et donc ça nous fait ça. Dire que U est F orthogonal, ça équivaut à dire que l'on a F de U de X, U de Y qui est égal à F de XY, quel que soit XY appartenant à E, ce qui équivaut à dire que ça est égal à TX à Y, quel que soit XY. Donc, ça, on sait que ça équivaut à dire que ça est égal à ça. Donc, TU à U est égal à A. Voilà ce que c'est. Donc, et si de plus F est non dégénéré, alors je vais prendre le déterminant de tout ça. Ça va faire comme déterminant de A est différent de 0, puisque F, A c'est la matrice de F. Donc s'il est non dégénéré, déterminant de A est différent de 0, mais déterminant de ça est égal à déterminant de A. Ça me donne déterminant de U fois déterminant de A fois déterminant de U, égale déterminant de A. Comme il est non nul, je divise. J'obtiens déterminant de U au carré égale 1, donc déterminant de U est égal à plus ou moins 1, d'où on retrouve d'ailleurs que U est inversible. Conclusion, si U est F orthogonal, dire que U est F orthogonal, ça équivaut à dire que TU à U est égal à A, et si F est non dégénéré, eh bien, déterminant de U est égal à plus ou moins 1 si U est F orthogonal. On va faire un peu de topologie dans le groupe orthogonal O2E. Alors on va commencer par dire des choses sur les normes des matrices symétriques et des endomorphismes symétriques. A est une matrice symétrique d'ordre n, donc dans Mn de R, donc avec coefficient réel, donc diagonalisable dans une base orthonormale B de E égale Rn, avec ses valeurs propres, lambda k, qui sont toutes réelles. D égale TPAP, où P est la matrice de passage de la base canonique B0 de E à B, qui est donc orthogonale. TP fois P égale P fois TP égale IN.
Notons phi la forme quadratique de la matrice A dans B0, donc de matrice D dans B. On a phi de x égale txax dans B0 est égal à tx dx dans B, oui, où grand X c'est le vecteur colonne des coordonnées de x dans la base B0 ou dans la base B. La norme euclidienne dans E c'est R puissance n, donc je la note comme ça. Hein, donc c'est la norme associée au produit scalaire, hein, c'est-à-dire à xy égale txy. Donc norme de x, si vous voulez, c'est racine carrée de tx fois x. Hein. Alors, Mn de R, c'est un R espace vectoriel de dimension n2 dans lequel on peut prendre la norme de A égale sub de norme de AX sur quand norme de x est égale à 1. Si f est l'endomorphisme de matrice A dans B0, la norme de f dans l'espace L de E, et norme de f égale sub de norme de f de x quand norme de x égale 1, donc égale norme de A. L'endomorphisme f a pour matrice D dans la base orthonormée B, donc norme de f est égale à norme de D égale sub de norme de dx quand norme de x est égale à 1. On note D, donc c'est une matrice diagonale des valeurs propres de A, et je range les valeurs propres de façon à ce que la première en valeur absolue soit égale au sub des valeurs absolues des lambda k. Norme de dx au carré, c'est t dx fois dx, donc ça fait td, tx, td fois dx, mais comme td c'est pareil que d, ça fait tx d2x, donc somme de lambda k au carré, ça vient de d2, xk au carré. Alors ça c'est inférieur ou égal à lambda 1 carré, somme de 1n des xk carré, donc, et ça c'est égal à lambda 1 carré si la norme de x est égale à 1. De plus, somme de 1 à n des lambda k carré xk carré est égale à lambda 1 au carré pour x égale 1, suivi que de 0, qui vérifie bien norme de x est égale à 1 dans la base B, hein, donc norme de f au carré est égale à lambda 1 au carré. Donc norme de f égale norme de A égale norme de D égale valeur absolue de lambda 1 égale sub des valeurs absolues de lambda k pour k compris entre 1 et n. Voilà. Donc j'ai déjà parlé du produit scalaire, je note xy le produit scalaire dans L de E, xy est égal à tx, y dans une base orthonormée quelconque de E. Le produit scalaire f de xx est égal à, alors là je me place dans la base B0, est égal à axx égale taxx égale tx tax égale tx comme A est symétrique à x dans B0, et de la même façon c'est égal à tx dx dans B. Et tx dx dans B c'est bien plus intéressant parce que ça fait somme de 1 à n des lambda k xk au carré. Si je prends la valeur absolue de f de xx, c'est donc égal à ça, et c'est inférieur ou égal à la somme des valeurs absolues des lambda k xk au carré, et comme les valeurs absolues des lambda k sont inférieures ou égales à valeur absolue de lambda 1, je peux majorer ça par valeur absolue de lambda 1, somme des xk au carré, qui vaut 1 pour norme de x est égal à 1. D'accord? Et d'autre part, on a l'égalité, c'est-à-dire on a ça qui est égal à valeur absolue de lambda 1, bah, toujours pareil en prenant le vecteur x comme ça dans B, puisque norme de x est égal à 1. Donc le sub des valeurs absolues de produit scalaire f de xx quand norme de x est égal à 1, qui est égal au sub de txax quand norme de x est égal à 1, qui est égal au sub de tx dx quand norme de x est égal à 1, est égal à la valeur absolue de lambda 1. Conclusion, la norme de A est égale à la norme de D est égale à ça, est égale à sub des valeurs absolues de lambda k, c'est-à-dire c'était les valeurs absolues de lambda 1, hein. Quand k est entre 1 et n, et valeur absolue et norme de f, pardon, est égale à ça, et donc est égale aussi à la valeur absolue de lambda 1, c'est-à-dire à ça. Et puis sub des valeurs absolues des produits scalaires f de xx, quand norme de x est égale à 1, qui est égal à sub des produit scalaire AXX quand norme de x est égale à 1 est égal à sub de produit scalaire DXX quand valeur absolue, quand norme de x pardon, est égale à 1. Ben, ça fait aussi toujours la même chose, c'est-à-dire valeur absolue de lambda 1, c'est-à-dire sub des valeurs absolues de lambda k quand k est entre 1 et n.
Là, on attaque vraiment la topologie dans le groupe orthogonal O de E. E est un espace vectoriel euclidien de dimension n, par exemple Rn. O de E, je le rappelle, c'est le groupe orthogonal de E, c'est-à-dire l'ensemble des isométries de E. On de R, l'ensemble des matrices orthogonales de Mn de R. Rappel, O de E, On de R sont des sous-groupes de Gl de E pour la composition, Gln de R pour la composition. O plus de E est le sous-groupe de O de E formé des isométries positives. O moins de E est l'ensemble des isométries négatives, c'est pas un groupe. On plus de R, c'est l'ensemble des matrices A de On de R dont le déterminant est égal à 1. Ça, c'est un sous-groupe de On de R. Et On moins de R, c'est l'ensemble des matrices orthogonales de déterminant égal à moins 1. Alors, phi, parce que les déterminants des matrices orthogonales, c'est plus 1 ou moins 1. Les déterminants des isométries, c'est plus 1 ou moins 1. Phi, qui a F appartenant à Gl de rond, le groupe, associe sa matrice qui appartient à Gln de R rond, est un isomorphisme de groupe. Ce qui fait que O de E avec la composition est isomorphe au groupe On de R avec la composition. O plus de E avec la composition est isomorphe à On de plus de R avec la composition. Quant à O moins de E, qui n'est pas un groupe, il est en bijection avec On moins de R, donc en bijection grâce à cette application phi. Alors, O de E, On de E sont des compacts dans L de E et Mn de R. D'accord ? Avec les normes habituelles pour les matrices comme pour les endomorphismes. Démonstration, si F appartient à E, si F appartient à O de E, alors norme de F de X est égale à norme de X, quel que soit X appartenant à E, puisque F est une isométrie. Donc la norme de F va être égale à sub, c'est sub des normes de F de X, mais ça fait sub des normes de X sur norme de X quand norme de X est égale à 1, donc ça fait 1. De même, si la matrice A appartient à On de E, sa norme est égale à 1. Donc, O de E, On de R sont bornés. D'accord ? Ils sont bornés. Si U appartient à L de E, de matrice A dans B, TU c'est l'unique endomorphisme qui vérifie ça, quel que soit XY. On se souvient que TU, il a comme matrice TA dans B. Soit phi, l'application qui a U appartenant à L de E, associe TU rond U appartenant à L de E. Phi égale phi 2 rond phi 1, où phi 1 à U appartenant à L de E associe TU U appartenant à L de E croix L de E, et phi 2 à UV appartenant à L de E croix L de E associe phi rond U. D'accord ? Donc on a bien ça. Alors, phi 2, lui, il est bilinéaire. Bon, pour voir ça, il faut remplacer V par lambda V plus W, mais c'est évident. Et puis remplacer U par lambda U plus W. Bon, la bilinéarité est évidente. Et on est dans un espace L de E au carré de dimension finie. D'accord ? Donc, cette application phi 2 est continue. Ici, U appartenant à L2 donne U, c'est l'identité, c'est continu, et U appartenant à L2 donne TU appartenant à L2 est linéaire. Elle est linéaire sur, donc comme elle est linéaire et que c'est sur L2 qui est de dimension finie N2, elle est continue. Donc phi 2 est continue puisque chacune des composantes est continue. Et donc par composition, phi qui est la composée de deux applications continues est continue. U appartient à O de E, ça équivaut à dire que sa matrice appartient à On de E, donc que TA fois A est égal à IN, ça équivaut à dire que TU rond U est égal à ID de E. Donc O de E, c'est phi moins 1 de ID de E. D'accord ? Mais ID de E, c'est un fermé de L de E, et phi est continu. Donc O de E est fermé. Et comme O de E est un fermé borné, ça on l'avait démontré avant, dans L de E qui est dimension finie, on en déduit que O de E est compact. Idem pour ON de R. Voilà. Donc tous les deux se décompactent.
O plus de E, O n plus de R, O moins de E, O n moins de R sont compacts aussi. Et on considère psi qui a U appartenant à L de E associe déterminant de U appartenant à R. Elle est continue, bon, ça faudra voir le cours de topologie. Donc, phi moins 1 de 1, alors 1 c'est un fermé de R, moins 1 aussi, donc phi moins 1 de 1 et phi moins 1 de moins 1 sont des fermés de L de E. O plus de E, c'est OE inter psi moins 1 de 1. Donc fermé, fermé, donc c'est un fermé de L de E, et O plus de E est inclus dans O de E, qui était compact de L de E, donc c'est un compact, O plus de E est compact de L de E. Même raisonnement pour O moins de E, et puis idem pour ON plus de R, qui est ON de R, intersection phi moins 1 de 1, où phi, c'est l'application qui a la matrice A associe son déterminant. Ça aussi, c'est une application continue. Et c'est identique pour ON moins de R, donc tous ces ensembles, là, ces quatre ensembles, ainsi que O de E, ON de E, sont des compacts. Théorème, O plus de E, ON plus de R sont des connexes par arc, donc des ensembles connexes. Connexes dans L de E pour celui-là et connexes dans Mn de R pour celui-là. Je rappelle que O plus de E c'est l'ensemble des isométries positives et que ON plus de R c'est l'ensemble des matrices orthogonales de déterminant égal à 1. Parce que quand une matrice est orthogonale, donc elle vérifie TA fois A est égal à l'identité IN, son déterminant est forcément égal à 1 ou à moins 1. Ça, c'est celle dont le déterminant vaut 1. Donc, démonstration, je prends U, une isométrie positive. Je sais, d'après le cours d'algèbre, chapitre sur les isométries vectorielles, qu'il existe une base orthonormale B de E. Alors, E, c'est un espace vectoriel euclidien de dimension n supérieure ou égale à 1. Donc, une base orthonormée dans laquelle la matrice de F est comme ça, avec les B ici qui sont ces matrices-là. Donc j'ai N, l'ordre de la matrice qui est égal à P, plus Q, et puis là j'ai R, matrice d'ordre 2, donc 2R. D'accord? Donc ça c'est des rotations, donc elle vérifie TB fois B égale B fois TB égale I2, et déterminant de B est égal à 1. Eh bien, comme le déterminant de U doit être égal à 1, puisque c'est une isométrie positive, son déterminant, là, il est obtenu en multipliant tous les déterminants qui valent 1, mais il y a ici moins 1 qui apparaît Q fois, donc c'est moins 1 puissance Q. Donc Q doit être pair, donc égal à 2Q', et donc N égale P plus 2Q' plus 2R. Donc du coup, j'ai envie de créer cette matrice N de T pour T appartenant à 0,1 en gardant le IP, mais en remplaçant le moins IQ par Q' matrice B de Tpi. Alors les matrices B de Tpi, c'est celle-là. Comme elles apparaissent Q' fois, ça va utiliser Q', Q colonne. Voilà. Donc, et après, je vais remettre mes R matrices qui étaient là, sauf qu'à la place de B θ1, je mets B de T θ1, B de T θ2 jusqu'à B de T θn. Donc j'ai bien une matrice d'ordre n, puisque les B de Tpi apparaissent en nombre Q' et les B de TTK en nombre R. Donc voilà. Alors maintenant Tm fois M, comme c'est des matrices blocs, ça revient à multiplier chacune des matrices par sa transposée, et à chaque calcul, là c'est des matrices de rotation, ça fait toujours identité I2, et puis là ça va faire IP. Donc je vais obtenir que Tm fois M est égal à In. Et pour les déterminants, je multiplie des déterminants qui sont tous égaux à 1, donc le déterminant est égal à 1, donc M de T est une matrice orthogonale dont le déterminant est égal à 1, donc il appartient à ON plus de R, ce qu'on appelle le groupe spécial d'ordre N de R, quel que soit T appartenant à 0,1. L'application qui M est continue parce que les composantes, les coefficients de cette matrice, qui proviennent de ces coefficients-là, sont tous continus. M0, M en 0, ça va donner l'identité parce qu'en 0,
en fait, toutes mes matrices ici valent I2. Donc comme là il y a IP, ça fera, ça va donner IN, je veux dire, pardon. Et M de 1, ça va donner A. Pourquoi? Parce que en 1, toutes mes matrices ici elles vaudront moins l'identité. Donc je vais avoir des moins 1 là, qui vont apparaître Q fois, en fait, 2Q' fois sur la diagonale. Et donc je vais retrouver moins Q. Et puis ici, pour t égale 1, bah, B de t θ1, ça fait B de θ1 jusqu'à B de θn. Et donc, sauf que c'est pas B de θn d'ailleurs, c'est B de θr. Hein. Je viens de voir que j'avais fait une erreur. Ok. Voilà. Et donc, je trouve bien M de 1 est égal à A. Donc M est un chemin de IN à A dans ON plus de R. Voilà. Alors, chemin, ça veut dire une application continue. Alors, maintenant, phi, qui a F appartenant, qui a un endomorphisme de associe sa matrice dans B, donc appartenant à Mn de R, hein, est un isomorphisme d'espace vectoriel, et phi moins 1 sont continus, on est en dimension finie, c'est pour ça. Phi, on sait de O plus de E, c'est On plus de R, et T appartenant à 0, 1. Alors l'application, cette application-là, F, j'appelle F, qui a T appartenant à 0, 1, donne phi moins 1 rond M de T appartenant à L de E, est évidemment continue puisqu'on compose deux fonctions continues. Et comme et F de 0, 1, ça va être inclus dans phi moins 1 de M de 0, 1. M de 0, 1, c'était inclus dans O plus de E. Et phi moins 1 de O plus de E, il est donc inclus. Je me suis trompé. M de T, c'est ON plus de R. Et ça appartient. Donc ça veut dire que M de ce truc-là, c'est inclus dans ON plus de R. Et donc phi moins 1 de ON plus de R, c'est inclus dans O plus 2. Voilà. F de 0 est égal à phi moins 1 de n de 0 qui vaut l'identité IN. Donc phi moins 1 de IN, bah, c'est l'identité de E. Et F de 1, c'est phi moins 1 de F de 1, c'est phi moins 1 de A, parce que n de 1 c'était A, et donc ça fait U, parce que U a pour matrice A. Donc F est un chemin de l'identité de E à U dans O plus de E. De même, si je prends V appartenant à O plus de E, donc une autre isométrie, il existe un chemin de IDE à V dans O plus de E. Et là, je vais faire un nouveau chemin G qui a T appartenant à 0,1 associe F de 1 moins T appartenant à L2. Donc continue comme composition de T donne 1 moins T et de T donne F de T. Et G de 0,1 évidemment va être inclus dans O plus de E comme F de 0,1. Et G de 0 ça va faire F de 1 et donc c'est égal à U. Et G de 1 c'est égal à F de 0, c'est égal à IDE. L'idée c'est de faire quoi? Ici, j'avais un chemin qui allait dans ce sens-là de IDE vers U. Là, je viens d'inventer un chemin qui va de U vers IDE. Puis ensuite, je vais par un autre chemin H de IDE à V. Et donc, quand je vais mettre bout à bout ces deux chemins, j'irai de U à V. Donc, on met bout à bout les deux chemins G et H en faisant comme ça, une application psi, qui a T appartenant à 0 à demi associe G de T. Et puis sinon, on associe H de 2T moins 1. Bon, elle appartient à L de E, puisque à chaque fois G de T et puis H de T appartiennent à L de E. D'autre part, là c'est continu, là c'est continu. Donc c'est continu sur 0,1 privé de 1,5. Il peut y avoir un problème en 1,5, bien sûr. Psi de 0,1 appartient à O plus de E, hein, puisque les deux, je l'ai dit, appartenaient à O plus de E. Alors, qu'est-ce qu'on a en 1,5? Psi de 1,5, c'est G de 1, c'est IDE. Et psi de t, là, quand t tend vers 1,5 plus, ça tend vers 0 plus. C'est donc la limite de h de t, quand t tend vers 0 plus, ça fait IDE. Puisque h est continu. Donc, ça fait h de 0, ça fait IDE. Donc, psi est IDE, donc je retrouve ça. Donc, psi est bien continu en 1,5, donc continue sur 0,1. Donc j'ai psi de 0 qui est égal à G de 0, et G de 0 ça fait U, psi de 1 c'est
h de 2 fois 1 moins 1, c'est-à-dire h de 1, et ça fait V. Et donc, quel que soit UV appartenant au plus de E, j'ai trouvé un chemin psi de U à V dans O plus de E. Donc O plus de E est connexe par arc et donc connexe. Voilà. Alors maintenant, je prends B0 une base canonique orthonormée de l'espace euclidien E égale Rn et je forme phi, toujours la même application ici qui est continue. Et je sais que phi de O plus de E est égal à ON plus de R. O plus de E connexe par arc implique que ON plus de R est connexe par arc. Parce que ici, j'ai en fait un isomorphisme continu entre O plus de E et ON plus de R. Alors je vais le redémontrer, quel que soit AB appartenant à ON plus de R, il existe un chemin psi de 0,1 dans O plus de E qui à psi de 0 associe la matrice, pas la matrice, mais l'endomorphisme de matrice A, c'est-à-dire phi moins 1 A, hein, qui est comme A appartient à ON plus de R, bien ça appartient à O, ça appartient à O plus de E, hein, O plus de E, d'accord. Et puis je fais pareil pour l'autre, psi de 1 est égal à phi moins 1b, qui appartient aussi à O plus de E. Alors, phi rond psi est continu, puisque je compose deux applications continues sur 0,1. Et j'ai psi rond... alors, j'ai phi rond psi... Alors, psi de 0,1, je sais que c'est inclus dans O plus de E. Donc, phi rond psi de 0,1, ça va être inclus dans phi de O plus de E, c'est-à-dire ON plus de R. Et phi rond psi en 0. Alors psi de 0, c'est phi moins 1 de A. Donc composé par phi, ça fait A. Et puis pour l'autre, phi rond psi de 1, bah, c'est phi moins 1 de B. Donc ça fait B. Donc là, j'ai trouvé un chemin dans ON plus de R qui relie deux matrices quelconques de ON plus de R, A et B. Et donc ça veut bien dire que ON plus de R est connexe par A. Bon, là, je me suis embêté à refaire la démonstration. O moins de E, ON moins de R sont connexes par arc, donc connexes. En effet, si sigma, on prend une réflexion quelconque, c'est-à-dire une symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan de E, sigma appartient à O moins de E, hein, c'est-à-dire que sigma est une isométrie négative. Si l'application qui a U appartenant à L de E associe sigma rond U appartenant à L de E est un isomorphisme d'espace vectoriel, donc continu puisqu'on est en dimension finie, et psi de 0 plus est égal à O moins. Donc, comme O plus est connexe par arc, O moins est connexe par arc, donc connexe. Et puis, on reprend phi de Mn de R vers L de E qui est un isomorphisme qui a F, l'endomorphisme F associe la matrice de F dans B0. Phi moins 1 est un isomorphisme continu, on est en dimension finie. Et phi moins 1 de O moins de E est égal à ON moins de E, qui est donc connexe par arc, donc connexe, puisque c'est l'image d'un connexe par arc. O de E n'est pas connexe, donc pas connexe par arc, car ON plus de E, ON moins de E sont deux fermés non vides de O de E, et forment une partition de O de E. De même, ON de R n'est pas connexe. O de E a deux composantes connexes, en fait. La composante connexe, ça c'est un rappel de F appartenant à O de E, c'est le plus grand connexe qui contient F. Donc ici, le plus grand connexe qui contient F, eh bien, il n'y a que deux composantes connexes, O plus de E et O moins de E, puisque O plus de E et O moins de E forment une partition de O de E. Et on sait que les composantes connexes forment une partition de l'espace. Donc il n'y a que ces deux-là. D'accord? Voilà. Donc si F appartient à O plus de E, sa composante connexe c'est O plus de E. Si F appartient à O moins de E, sa composante connexe c'est O moins de E. Et on a la même chose avec ON de R. Bon, une petite parenthèse, tout ce qu'on a décrit là, depuis 2 ou 3 paragraphes, c'est valable quand n, la dimension de E, est supérieure ou égale à 2, sinon ça n'a aucun intérêt.